Caspi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce grand journal en direct sur Radio J. Vous êtes spécialiste de la politique américaine et professeur émérite à la Sorbonne. Israël ne fait pas exception. Les droits de douane imposés aux importations israéliennes vers les États-Unis ont beau être moins imposants que dans d'autres pays, fixés à 17%. La bourse de Tel Aviv plonge suite à la guerre commerciale engagée par Donald Trump. Elle a ouvert la semaine sur une baisse de 4%. L'indice de volatilité 14, surnommé l'indice de la peur, ça dit tout, à Wall Street, a bondi à plus de 45 points, son plus haut niveau depuis 2020 pendant la pandémie de Covid-19. Les bourses asiatiques ont chuté brutalement dans les premiers échanges et les cours du pétrole s'enfoncent eux aussi. Avant de revenir avec vous sur cette visite de Binyamin Netanyahou à Washington, qui porte aussi sur la question du choc suscité par les mesures de Donald Trump, pourquoi lui et les membres de son administration n'ont pas anticipé ces conséquences ? Il est vraisemblable qu'ils ont anticipé ces conséquences, mais ça ne les passionne pas. C'est-à-dire qu'ils considèrent au fond que la décision des États-Unis est une décision souveraine et qu'en conséquence, les Américains ont tout intérêt à défendre leur marché par tous les moyens. C'est la position de Donald Trump et c'est ce qui explique toute la série de droits qu'il a proposé ou qu'il a imposé le jour de la libération, c'est-à-dire le 2 avril 2025. Voilà, c'est-à-dire c'est une décision unilatérale qui est propre à l'administration de Donald Trump. André Caspi, évidemment, votre domaine d'expertise, ce n'est pas l'économie. En revanche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le choix de cette terminologie employée par l'administration Trump le jour de la libération ? C'est-à-dire que ce qu'il veut dire par là, c'est que jusqu'à maintenant, les États-Unis étaient prisonniers de leurs accords ou du manque d'accord avec leurs partenaires commerciaux. Eh bien, aujourd'hui, ils décident en somme de proclamer leur indépendance et dans la même occasion, de manifester en somme leur désir de se libérer de toutes les entraves qui les liaient aux autres pays dans le monde, à commencer par l'Europe bien sûr, mais surtout la Chine et beaucoup d'autres pays, parce que même par exemple le petit Lesotho, c'est un État qui est complètement entouré par l'Union sud-africaine et qui comprend 2 millions d'habitants. Eh bien, le Lesotho fait l'objet d'une tarification particulièrement élevée, alors que il faut bien le reconnaître, le Lesotho ne menace pas beaucoup l'industrie américaine. Au contraire, il lui fournit les textiles indispensables pour la fabrication des t-shirts et des shorts. Donc ces 2 millions d'habitants ne sont pas une menace à l'encontre de 340 millions d'Américains. C'est le 4e voyage à Washington de Binyamin Netanyahou depuis le début de la guerre à Gaza et son second déjà depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Le Premier ministre israélien entend faire changer d'avis Donald Trump concernant les droits de douane imposés à Israël à 17%, André Caspi. Est-ce que ça vous semble possible ? Oui, bien entendu, ça semble possible. Mais je crois qu'il faut souligner les raisons pour lesquelles Benjamin Netanyahou est à Washington. Et il me semble qu'il y en a 3. La première, tout d'abord, c'est que Netanyahou insiste beaucoup sur les relations étroites qu'il a nouées depuis longtemps avec Donald Trump, et notamment au cours du premier mandat de Trump. Il oublie, évidemment, et Trump aussi, qu'en 2020, Netanyahou a commis une faute, c'est-à-dire qu'il a félicité Joe Biden de son élection, et on peut dire que Trump n'a pas beaucoup apprécié ce geste. Mais enfin, disons, ça c'est oublié. Voilà donc la première raison. Netanyahou est un acteur privilégié sur la scène américaine. Il connaît tous les milieux républicains. Il est un peu à l'écart des milieux démocrates, mais en ce moment, les milieux démocrates n'existent plus. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cela permet à Netanyahou de parler avec Trump de la situation à Gaza, certes, de la situation vis-à-vis de l'Iran,
et puis aussi vis-à-vis de la Syrie, c'est-à-dire en fait tout ce qui touche à la présence de la Turquie dans cette région du monde. Et puis enfin, il y a une troisième raison, pourrait-on dire, c'est que au fond, cela permet aussi à Netanyahou de souligner qu'il est le personnage indispensable dans la vie politique israélienne au moment précisément où l'opposition politique à Netanyahou est assez forte dans son propre pays. Donc ça veut dire que pour tout cela, Netanyahou est parfaitement heureux d'être reçu par Donald Trump, et s'il obtenait un léger avantage sur les tarifs qui sont imposés à Israël, la victoire serait encore plus belle. Qui renforce l'autre, Binyamin Netanyahou ou Donald Trump? Oh, incontestablement, c'est Netanyahou. Donald Trump n'a pas besoin d'être renforcé par Netanyahou. Donald Trump, d'ailleurs, considère qu'il se renforce tout seul. Mais puis, d'ailleurs, la puissance des États-Unis par rapport à l'État d'Israël ou par rapport à d'autres États du même genre ne compte pas. C'est-à-dire que pour Donald Trump, ce qui compte avant tout, ce sont les États-Unis, c'est la manière dont il les préside, c'est la manière dont il agit vis-à-vis du reste du monde. André Caspi, vous avez notamment écrit tout un ouvrage sur les Juifs américains. Ce qu'on sait de leur vote, parce que c'est plus facilement accessible qu'en France, c'est qu'une majorité des Juifs américains ne votent pas pour Donald Trump, malgré ses bonnes relations avec le Premier ministre israélien. Binyamin Netanyahou, lui, voit en Donald Trump le meilleur ami qu'Israël n'ait jamais eu. Est-ce que Donald Trump, c'est le meilleur ami que pouvait espérer Binyamin Netanyahou, ou alors est-ce que c'est effectivement le meilleur ami d'Israël? C'est assez compliqué la question que vous me posez. D'abord, il est évident que pour les Juifs américains, Donald Trump n'est pas l'homme qu'ils préfèrent à la tête du pays. Il faut rappeler quand même qu'à peu près 80% des Juifs américains votent démocrate. Mais le Parti démocrate est aujourd'hui d'abord très affaibli, et ensuite il est divisé. Il y a une aile gauche qui est plutôt favorable aux Palestiniens, ou en tout cas qui est défavorable à une aide sans limite envers Israël, et puis il y a le reste. Et il n'empêche que si vous regardez l'entourage de Donald Trump, vous constatez qu'il y a beaucoup de Juifs. Et par exemple, le principal négociateur au Moyen-Orient est un Juif. Et puis on pourrait en citer beaucoup d'autres. Donc ça veut dire que il y a certainement dans les milieux juifs américains une division profonde entre une petite minorité qui soutient Donald Trump et une grande majorité qui reste malgré tout en dehors de cette coalition et qui, en somme, préférerait une politique traditionnelle de la part des États-Unis, mais une politique qui ne soit pas marquée par la gauche démocrate, mais qui soit en somme une politique comme celle que Clinton a menée, comme celle que peut-être Biden a essayé de mener avec un certain nombre de difficultés. Bref, si vous voulez, il me semble que la population juive aujourd'hui aux États-Unis, elle est profondément divisée. Allez, je vous repose la question. Donald Trump, le meilleur ami qu'Israël n'ait jamais eu, ou le meilleur ami que Binyamin Netanyahou pouvait espérer à la Maison-Blanche, et est-ce que c'est pareil? Pour Netanyahou, aucune hésitation. Alors, est-ce que c'est le meilleur ami de l'État d'Israël? Je crois que pour le moment, on peut dire oui. Parce qu'au fond, il faut rappeler qu'au cours de son premier mandat, c'est quand même Donald Trump qui a transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'est lui qui a reconnu l'autorité israélienne sur le plateau du Golan. C'est lui qui a fourni également des armements à l'État d'Israël. Donc, toutes ces raisons-là font qu'il reste malgré tout évident que pour beaucoup de juifs américains ou pas américains, Donald Trump a une politique beaucoup plus pro-israélienne que ne l'avait Joe Biden. Merci beaucoup André Caspi d'avoir été en direct avec nous dans ce grand journal sur Radio J, et bonne fin d'après-midi à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.